Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu avec le Comité pour la République du Canada. Aujourd'hui, le 5 février 2015, on va devoir parler de la situation en Ukraine et la folie qui entoure le conflit actuel impliquant, on parle d'une guerre civile en Ukraine qui est sur le point de devenir en fait une guerre de type nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Oubliez là, les histoires de guerre de guerre au sol. Euh, En fait, ce qui se présente devant nous est un danger de guerre nucléaire qui pourrait mettre un terme à la civilisation comme on la connaît aujourd'hui. Donc, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en Haïti, au Canada, Canada français particulièrement. Donc, on commence la présentation. Je vais évidemment parler, comme je vous disais, de la situation en Ukraine, aussi de la situation avec la Grèce, le système économique actuel dans lequel nous sommes, et terminer en fait avec un message pas simplement positif, mais stratégique sur l'approche à avoir dans les prochaines semaines afin d'éviter un conflit nucléaire et d'éviter, en fait, pas d'éviter, mais de rallier la population mondiale vers un mouvement de masse pour le développement. Donc, en fait, les premières actes, les premières annonces sur lesquelles il faut se concentrer, c'est en fait deux annonces en provenance de l'Angleterre et des États-Unis, plus particulièrement du gouvernement américain et du magazine The Economist, un magazine évidemment qui représente les intérêts du monde de la City de Londres et de Wall Street. Donc, premièrement, la première chose est l'intention faite par l'OTAN et les États-Unis d'installer des troupes dans 6 pays entourant la Russie. Et donc, en fait, d'argumenter pour l'article 5 de la Constitution de l'OTAN qui dit que quand une nation est menacée, quand une nation membre de l'OTAN est menacée, il faut que les autres nations viennent à la défense de ce pays-là, comme si c'était, en fait, comme s'ils défendaient leur propre pays. Donc, on va retoucher à ça. Euh, donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point est, certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler, les États-Unis veulent absolument envoyer de l'aide militaire à l'Ukraine. On parle de l'ordre de plus de 3 milliards de dollars. Ça, ce qui nous vient notamment là, du magazine The Economist. Et ils font aussi d'autres propositions pour aider l'Ukraine en fait à combattre militairement la Russie. Donc sur le premier point, donc comme on disait, les États-Unis et le magazine The Economist veulent envoyer 3 milliards de dollars pour le régime de Kiev pour l'aider là, dans sa bataille, en fait dans sa guerre civile entre l'Est et l'Ouest. Les États-Unis ont annoncé en fait et vont annoncer plutôt lors d'un meeting qui aura lieu aujourd'hui, en fait une rencontre des ministres de la Défense des membres de l'OTAN. C'est un meeting qui a lieu là, chaque année au mois de février en Allemagne. En fait, on a annoncé, en fait, ce qui est discuté, c'est d'envoyer des troupes, donc des officiers, en Pologne, Estonie, en Latvie, ou Latvia en anglais, en Lituanie, en Bulgarie et en Roumanie. Donc chacun en fait euh, envoie, on parle de 40 officiers dans chaque pays, qui va permettre justement là, non simplement en fait, qui va permettre en fait de faire un entraînement, d'entraîner les troupes là-bas afin de coordonner un potentiel déploiement rapide des forces de l'OTAN, évidemment dans la situation où en fait la situation en Ukraine deviendrait là, tout à fait hors de contrôle, ce qui est en fait déjà le cas parce que l'armée ukrainienne maintenant est en fait en pleine désintégration. On parle non seulement de manque d'argent évidemment, mais selon un rapport du magazine Russia Today, les forces ukrainiennes en fait auraient été décimées
On parle de plus de 1100 décès dans les 2 dernières semaines avec le conflit qui a lieu là-bas. Et évidemment, c'est insoutenable. Et même que la plupart des jeunes Ukrainiens qui sont en âge de participer au conflit, qui sont en âge d'être en fait recrutés de force pour se joindre à l'armée, sont en train de quitter le pays. Et on parle par exemple en Roumanie, où tous les hôtels sur la frontière avec l'Ukraine sont vraiment remplis de ce qu'on appelle des draft dodgers en anglais, donc ceux qui ne veulent pas participer au conflit militaire, n'y voyant évidemment aucune chance de succès. 1100 décès en 2 semaines, c'est énorme, et les gens ne veulent pas prendre parti dans ce conflit-là. Donc, comme on le disait, le meeting à Munich sur la sécurité de l'OTAN, John Kerry des États-Unis, donc le secrétaire d'État John Kerry, sera là-bas et fera avant tout une visite à Kiev, la capitale de l'Ukraine, pour justement renforcer les relations avec le gouvernement actuel ukrainien et les États-Unis. En fait, ce meeting aura lieu en même temps que la publication d'un rapport très polémique, mais très important. C'est un rapport organisé par plusieurs institutions, dont, là je donne les noms en anglais, le Atlantic Council, un autre groupe nommé Brookings, et le Chicago Council on Global Affairs. On produit ce rapport-là qui demande justement à ce que les États-Unis envoient de l'aide au gouvernement, qui est un gouvernement en fait de type néo-nazi en Ukraine. Donc le rapport dit: les États-Unis et l'OTAN doivent chercher à créer une situation dans laquelle le Kremlin considère que son option militaire contre l'Ukraine ou à l'intérieur de l'Ukraine soit considérée comme étant trop coûteuse à poursuivre. Donc des risques et des coûts pour la Russie, en fait, qui empêcherait une offensive majeure dans la région. Et pour ce faire, selon le rapport, il dit cela, pour ce faire, il faut absolument fournir une assistance militaire directe au gouvernement de Kiev. Donc un rapport très clair et un rapport en fait qui va être discuté lors de ce meeting sur la sécurité. Donc heureusement, il n'y a pas simplement des gens qui veulent la guerre maintenant. Cependant, si on regarde si on continue à regarder un peu la situation et les différentes déclarations faites par différents joueurs, notamment l'actuel président ukrainien Petro Poroshenko, qui disait justement dans une entrevue récemment, il disait: je n'ai aucun doute qu'une décision de fournir des armes à l'Ukraine sera approuvée par les États-Unis et par nos autres partenaires. Donc pour lui, c'est clair que l'aide s'en vient. Même chose aussi de l'ambassadeur américain à Kiev, un dénommé Jeffrey Pyatt, qui est qui est un des partenaires là, de l'assistante au secrétaire d'État Victoria Nuland, qui était reconnue là, pour avoir aidé à renverser le gouvernement ukrainien à l'époque, alors que c'était le président Yanukovych qui était là. Donc, l'ambassadeur américain, Jeffrey Pyatt, pour lui, c'est déjà clair. Il a dit dans une présentation, il dit, en parlant des États-Unis, il dit: nous avons déjà acheté les véhicules armés, les lunettes de vision nocturne, les systèmes de radar, les systèmes de radio nécessaires. Et maintenant, nous considérons que aussi, nous sommes en train de considérer l'assistance la plus importante, qui est l'entraînement et le réentraînement des formations militaires ukrainiennes. Il dit: nous allons commencer un programme approprié au mois de mars, donc le mois prochain. Donc, M. Pyatt disait ça dans une entrevue rapportée par Interfax Ukraine. Donc, il continue en disant: l'Ukraine ne pourra pas gagner la guerre contre la Russie.
Donc l'Ukraine ne pourra pas gagner la guerre contre la Russie simplement en aidant l'armée. Il faut gagner la bataille en fait, il faut gagner la bataille avec notre puissance économique et politique. Il continue et dit: nous sommes très sérieux dans notre aide pour protéger la souveraineté du territoire. C'est ce qui est un peu paradoxal parce que, en fait, on sait maintenant que le gouvernement ukrainien a été renversé avec l'aide des États-Unis il y a de ça environ 2 ans, quand c'était le président Yanukovych. Donc de parler de souveraineté territoriale, c'est très hypocrite. Donc certains de vous se rappellent peut-être de cette fameuse femme Victoria Nuland. En fait, elle avait, dans une discussion avec certains de ses collègues en Ukraine, elle avait dévoilé la stratégie du gouvernement américain qui était de carrément renverser le gouvernement ukrainien à l'époque. Et ce qui s'est passé récemment, c'est qu'en fait, Obama lui-même a avoué avoir, en guillemets, facilité le changement de régime en Ukraine, ce qui est en fait, ce qui équivaut à dire que c'est les États-Unis qui ont renversé le gouvernement. Et en fait, en Russie, il y a eu des réactions à ça, notamment le fameux Sergei Lavrov, qui lui, en fait, disait, voilà, premièrement, il dit: si vous aviez besoin d'une confirmation que les États-Unis ont directement orchestré le coup contre le gouvernement ukrainien, bien là, vous l'avez de la bouche de Barack Obama, qui a parlé de ça justement dans une entrevue à CNN dimanche dernier. Et le deuxième point fait par Sergei Lavrov est que, en fait, la rhétorique dans l'entrevue donnée à CNN démontre que l'intention de Washington est de continuer un appui inconditionnel aux actions de ceux qui sont au pouvoir à Kiev, qui, selon toutes les évidences, ont adopté une politique afin de supprimer les conflits qui se produisent là-bas avec la force. Donc depuis en fait le conflit militaire en Ukraine. Et donc on pourrait passer la journée à énumérer différents commentaires sur la situation, des commentaires qui sont évidemment beaucoup de gens sont très inquiets de la situation, d'autres sont confus par la situation, ne sachant pas exactement comment réagir, et d'autres ont complètement perdu l'esprit. Ils sont en train de pousser pour un conflit militaire avec la Russie, ce qui veut dire sans aucun doute un conflit nucléaire qui résulterait de ça. Donc par exemple aux États-Unis, lors d'une rencontre d'un comité sur le service militaire du Congrès américain, on a eu le directeur de la DIA et le lieutenant-gouverneur Vincent Stewart, qui lui a considéré la Russie et la Chine comme étant la plus grande menace des États-Unis, une menace existentielle, donc assez directe comme déclaration. On a aussi évidemment, si je poursuis, si on regarde en fait l'analyse de Lyndon LaRouche là-dessus, M. LaRouche est très clair, encore là, toute déclaration faite récemment concernant l'envoi de troupes au sol en Ukraine ou dans les pays environnants, il faut bien saisir, il n'y aura pas de conflit au sol avec la Russie. Ce n'est pas ça le but. En fait, ce que M. LaRouche dit, c'est que l'envoi de troupes, c'est en fait une façade pour une guerre nucléaire. Il continue en disant que toute force politique bien informée sur la planète sait qu'il est impossible de gagner une guerre nucléaire aujourd'hui à l'ère où nous sommes, parce que ça mènerait à une annihilation mutuelle. Donc M. LaRouche dit: le remède à tout ça, c'est de se débarrasser d'Obama, de Barack Obama, le président américain. C'est la seule manière d'éviter une guerre. Pas simplement que Obama, il est le seul instrument de l'Empire britannique
qu'ils ont à leur disposition. Il y en a plusieurs autres, mais en fait, si Obama devient indispensable, eh bien, les forces impériales britanniques vont trouver quelqu'un d'autre ou une autre manière de pousser leur politique. Les Britanniques ont une équipe, donc dit Larouche, et ce serait une erreur de simplement regarder Obama. Mais Obama, maintenant, c'est le plus gros joueur dans cette équipe de pantins britanniques. Donc, il faut se débarrasser d'Obama. C'est comme flusher la toilette. Il faut faire le ménage aux États-Unis là-dessus. Parce qu'Obama est en pleine confrontation avec la Russie et donne en fait de l'importance à des gens qui sont en train de pousser pour une guerre nucléaire, comme on a parlé avec M. Vincent Stewart, ou par exemple dans le London Guardian, Timothy Garton Ash de l'université de Oxford, qui est en fait un des planificateurs des révolutions colorées à travers l'Europe. Quant à lui, dit Poutine doit être arrêté avec les armes. Donc, leurs déclarations sont très claires. C'est le conflit sans recul. Donc, certaines déclarations, on peut en regarder quelques-unes pour donner un peu un sens. Par exemple, on a un dénommé Nick de Larinaga, qui lui est un éditeur en Europe pour un magazine qui s'appelle le Jane's Defense Weekly à Londres. Donc, qui est un magazine sur le militaire, évidemment, et qui lui dit fournir une assistance mortelle à l'Ukraine reviendrait à la même chose que, en fait, concrétiser la prophétie qui dit que la Russie va solidifier sa position. Donc, de donner, en fait, des armes à l'Ukraine serait la parfaite excuse pour que les Russes interviennent dans le sol ukrainien. Donc il poursuit en disant il y a un véritable risque maintenant que tout ça se termine avec une guerre avec la Russie. Et il dit en ce qui concerne Poutine, nous sommes déjà dans une guerre économique, une guerre financière. Et donc, on commence à envoyer des armes en Ukraine, on va monter le cran de ce conflit-là de manière encore plus rapide. Donc, on a aussi un certain Balaz Rajabik qui lui travaille avec le Carnegie Endowment for International Peace, qui dit que en fait, les armes ne sont pas le problème. Le problème, c'est pas d'envoyer des armes parce que l'Ukraine est déjà, imaginez-vous donc, le 4e plus grand producteur d'armes au monde. Donc, Jarabik continue, il dit le problème, en fait, c'est dans le leadership, dans la gérance du conflit et dans la logistique. Et voilà pourquoi en fait, l'Occident veut envoyer pas simplement des armes, mais des gens pour entraîner les soldats et des techniciens militaire. Donc il continue, il dit si les forces américaines se déplacent sur le sol ukrainien, même si c'est simplement pour entraîner des gens, ça donnerait la meilleure excuse encore là pour que les Russes interviennent en sol ukrainien de manière directe. Et peut-être une autre déclaration, cette fois-ci des États-Unis, un dénommé Pat Buchanan, qui est un commentateur politique conservateur, donc de type un peu républicain aux États-Unis, qui disait dans un éditorial sur le site townhall.com, en fait, il a expliqué que au lieu d'avoir une politique conflictuelle concernant la guerre civile en Ukraine, qui n'est pas notre guerre, qui n'est pas une guerre américaine, pourquoi est-ce que les États-Unis n'assument pas le rôle, en fait, d'être le facilitateur de la fin du conflit. Donc de faciliter une résolution du conflit le plus rapidement possible. Et M. Buchanan continue, il donne en fait 3 options que les Russes ont
maintenant. Et en fait, 3 options si on décide justement d'envoyer des armes et des gens en Ukraine. En fait, 3 options pour démontrer que les Russes, peu importe ce qu'ils vont faire, ça va mener à quelque chose de mal. Donc la première option, il dit, ben, Poutine pourrait quitter le gouvernement, abandonner les rebelles en Ukraine et être vu comme une espèce de macho qui, malgré ses erreurs, n'a pas voulu défendre les Russes à travers le monde. Ce qui est évidemment pas une option que Poutine va prendre, ça c'est clair. Mais de manière plus réaliste, les Russes pourraient prendre une intervention américaine comme étant un défi et envoyer eux-mêmes leur artillerie et leurs soldats pour en fait consolider la force des rebelles. Et ensuite avertir Kiev que plutôt que d'envoyer des rebelles, Moscou allait intervenir militairement. Et la troisième option, c'est que Poutine pourra en fait demander à envoyer des troupes russes avant que les troupes américaines arrivent, ainsi capturant la ville de Mariupol, et pouvant ainsi établir un lien physique avec la Crimée, et après ça dire à Kiev, voilà, maintenant nous sommes prêts à négocier. Donc qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Est-ce que les États-Unis vont envoyer des conseillers afin de combattre avec les Ukrainiens, alors que la guerre va justement escalader et que les décès vont augmenter? Est-ce que les États-Unis vont envoyer des bateaux militaires dans la mer Noire? Donc, vous voyez que le conflit ne ferait que augmenter. Et donc, les États-Unis, selon Buchanan, doivent retourner justement à leur rôle de facilitateur dans les conflits et se retirer des guerres qui ne sont pas les leurs. Donc, évidemment, la guerre en Ukraine n'a rien à voir avec les États-Unis en soi, sinon que les États-Unis ont aidé à créer le conflit dès le début en l'an 2012. Donc, encore là, une fois, Obama doit partir. Il faut le mettre hors d'état de nuire de toute manière possible, de manière évidemment humaniste. Nous ne sommes pas des meurtriers. Donc, on veut simplement l'enlever de là, sortir la situation ukrainienne du contrôle britannique et de poursuivre la mobilisation avec les nations du BRICS et avec le mouvement Larouche pour relancer le développement. Et en fait, quand on regarde le monde transatlantique, quand on regarde l'Europe et les États-Unis et le Canada, on voit qu'il y a une politique hypocrite au niveau de la finance. C'est-à-dire que on veut, notamment publié dans le magazine encore, le magazine The Economist, on veut appuyer l'Ukraine contre la Russie. Donc, on propose non seulement une aide financière de plus de 20 milliards de dollars qui viendrait du Fonds monétaire international pour aider l'Ukraine, mais on parle aussi, imaginez-vous donc, de réduire la dette ukrainienne. Et ça, c'est le magazine The Economist, qui est un magazine vraiment horrible et affreux en termes de ses intentions. Donc, d'alléger la dette de l'Ukraine, c'est toute une déclaration à faire pour ce magazine-là. Mais, ce même magazine, en fait, la position du gouvernement allemand maintenant, concernant la Grèce, c'est tout à fait le contraire. La Grèce qui a déjà demandé avec leur nouveau gouvernement, le gouvernement du parti Syriza, veulent en fait réorganiser leurs dettes et canceller une partie de ces dettes-là. Donc l'Union européenne a dit non. Cette bataille-là est menée là, par Angela Merkel de l'Allemagne. Et les Grecs ont aussi demandé à ce qu'il y ait une conférence afin de réorganiser la dette européenne dans sa totalité. Donc les Grecs subissent la ligne dure de l'Europe et l'Ukraine qui est en guerre et qui en fait est en train d'être détruite de toutes pièces, elle reçoit une aide financière considérable, mais dans tout ça est pour continuer le conflit militaire avec la Russie. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que déjà Sergei Lavrov en Russie, donc le dirigeant du ministère de la Défense de Russie, a déjà invité
son, son homologue grec, donc le ministre de la Défense de la Grèce, Panos Kamenos, à venir en Russie. Le gouvernement grec a aussi mobilisé ces gens en disant que la Grèce pourrait être un pont entre la Russie, la Chine et l'Europe. Donc un pont évidemment pour le développement. Et ça, c'est sans parler justement de certaines compagnies en Chine, par exemple, qui veulent aider la construction de la Grèce. Donc la Grèce qui s'en va vraiment dans la bonne direction, qui suit la logique de la route de la soie. Mais on se rappelle qu'en 2012, quand l'Ukraine a voulu faire de même, avant le coup d'État en Ukraine, où le gouvernement ukrainien avait décidé de ne pas se joindre à l'Union européenne, parce qu'évidemment l'Union européenne est en pleine faillite. C'est une faillite tout à fait ridicule. Donc pourquoi se joindre à l'Europe alors que les nations du BRICS nous donnent un potentiel avenir? Donc le président Yanukovych à l'époque avait décidé de rompre avec la logique européenne et se joindre à la Russie et la Chine, et on avait eu en fait le coup d'État qui a suivi et la situation actuelle et justement la conséquence de ça. Donc il faut regarder, comme on le disait au début et comme l'a dit récemment Mme Elga Zepp-Larouche, il faut créer un mouvement de masse pour le développement. Parce que quand on parle de développement, en fait, c'est une course contre la montre. C'est une course contre la montre pour éviter la guerre, pour éviter la déstabilisation et faire sûr qu'on a le développement nécessaire pour les prochains 100-200 ans. Et comme le disait dans une conférence qui a eu lieu à Montréal ce samedi, Dennis Speed, donc un membre du Larouche PAC dans la région de New York, qui était ici pour une conférence, où en fait il a démontré que la bataille actuelle et la bataille des dernières décennies et la raison pour laquelle on a des conflits militaires qui semblent pousser un peu partout depuis quelques décennies, c'est en fait à cause de la bataille pour le développement de la fusion nucléaire. Les Chinois maintenant veulent développer la fusion. Les Chinois vont entraîner plus de 2000 scientifiques d'ici les 10 prochaines années pour travailler sur la fusion nucléaire, qui est évidemment la prochaine barrière à franchir pour l'espèce humaine, pour vraiment augmenter sa densité de flux énergétique et augmenter sa force de production de manière en fait incroyable, d'une manière jamais vue. On parle évidemment d'un changement de système scientifique, pas simplement un accroissement du potentiel actuel, mais une transformation totale des capacités humaines sur Terre. Et c'est ça qui en fait très peur au système impérial. C'est ça qui fait peur à la reine d'Angleterre. C'est ça qui fait peur aux gens à Wall Street ou à la City de Londres. C'est de voir cette puissance prométhéenne voir le jour et ainsi renverser de manière pratiquement permanente la logique impériale qui semble toujours s'infiltrer autant en sciences qu'en politique, qu'en art, que dans le monde social en général, et ainsi contrôler la situation. Donc, au lieu d'avoir un conflit militaire avec la Russie, il faut que les forces sérieuses de ce monde changent la dynamique, que ce soit les syndicats, que ce soit les gouvernements, que ce soit les groupes étudiants, que ce soit les groupes sociaux de différents pays, de différentes cultures. Il faut se joindre aux nations du BRICS, sinon on n'aura pas d'avenir dont il vaudrait la peine de parler. Et donc, tout ça est évidemment basé sur les théories économiques de Lyndon LaRouche. Lyndon LaRouche étant l'économiste qui, en fait, a développé la science de l'économie physique qui met au centre des préoccupations le développement de la créativité humaine, le développement des nouveaux principes scientifiques et artistiques dans la société, et qui met aussi au cœur
de sa science la nécessité de développer ce qu'on appelle d'accroître ce qu'on appelle le potentiel de densité démographique relative. Donc en fait, la véritable mesure d'une économie saine et d'une économie en croissance, c'est l'augmentation du potentiel de la population en termes de nombre. Donc quand on parle de surpopulation, par exemple, quand les mouvements environnementalistes parlent de ça, c'est en fait une propagande. C'est tout à fait faux. L'espèce humaine n'a pas atteint de limites, bien au contraire. On est loin de nos limites parce que la véritable ressource sur laquelle nous dépendons, ce n'est pas une ressource qualifiable ou quantifiable plutôt, comme le pétrole ou même l'uranium ou le plutonium ou le charbon, etc., ou même l'eau. Mais on parle en fait d'une ressource inqualifiable d'un point de vue quantité. On parle de la créativité humaine, qui est toujours perfectible, mais qui n'atteint jamais son sommet. Donc, il y a toujours une nouvelle étape pour le développement de l'espèce humaine. Donc, après la colonisation du système solaire, peu importe les technologies qui existeront à ce moment-là, il faudra toujours se concentrer sur développer de nouvelles technologies. Et c'est ça qui permet de développer une population plus nombreuse et en meilleures conditions à chaque génération. Donc, améliorer les conditions de vie, améliorer l'intellect, améliorer le pouvoir productif de ces générations-là. Et c'est pour ça que aujourd'hui, la fusion nucléaire est vraiment l'enjeu de la situation. La guerre nucléaire vise justement à détruire sa potentiel parce que les gens dans le système impérial qui sont fous savent tout de même que la fusion nucléaire veut dire la fin du système impérial. Et c'est là qu'il faut mettre l'accent, c'est là qu'il faut que toute nation bouge sur cette question-là. Donc le mouvement Larouche maintenant est en train de poursuivre sa campagne pour sa pétition pour que les États-Unis et l'Europe se joignent aux nations du BRICS et doivent aussi évidemment continuer à éduquer la population sur la mobilisation, parce qu'on ne parle pas simplement d'éducation formelle ou d'éducation pour les spectateurs, mais ça prend une éducation dans laquelle les gens pourront s'identifier en tant que potentiel acteur pour le changement. Et c'est là il faut vraiment regarder. Je pense que quand on parle d'un mouvement de masse pour le développement, c'est quelque chose. C'est quelque chose de très très gros. On a déjà un mouvement qui se fait en Inde, en Chine, etc. Mais il faut poursuivre la mobilisation. Il faut organiser les gens sur la bataille historique dans laquelle nous sommes. Une bataille qui est en fait pour la nature de l'être humain et assurer son développement pour les prochaines générations et éviter un conflit qui mettrait fin à cette culture humaine que nous connaissons aujourd'hui et qui nous ramènerait dans un âge sombre, un âge de ténèbres comme celui qu'a connu l'Europe au 14e siècle. Donc je m'arrête ici. Je dis à la prochaine à tout le monde. Contactez-nous. Joignez-vous à nous à notre campagne au Canada. Vous pouvez aller sur notre site comitérépubliquecanada.ca. Il y a aussi évidemment, on conseille toujours le site de nos collègues américains, le site larouchepac.com. Donc Larouche comme le nom de famille, LAROUCHEPAC.com. Et vous pouvez aussi signer la pétition pour joindre les nations du BRICS sur ces deux sites-là. Et pour nos amis en Haïti, écoutez, contactez-nous. On a notre numéro au 514-571-4137. Mon collègue aussi, Charles Luxon en Haïti, au 509-3850-6962. On met toutes nos présentations sur notre site internet intitulé jplebleu.haïti.wordpress.com. Donc jplebleu haïti.wordpress.com. Et nos émissions, nos capsules
sont joués sur la radio Natif Natal 89.7 FM à 4 heures du lundi au vendredi. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. De dollars. Ça, ce qui nous vient notamment là, du magazine The Economist. Et ils font aussi d'autres propositions pour aider l'Ukraine en fait à combattre militairement la Russie. Donc, sur le premier point, donc comme on disait, les États-Unis et le magazine The Economist veulent envoyer 3 milliards de dollars pour le régime de Kiev pour l'aider là, dans sa bataille, en fait dans sa guerre civile entre l'Est et l'Ouest. Les États-Unis ont annoncé en fait et vont annoncer plutôt lors d'un meeting qui aura lieu aujourd'hui, en fait une rencontre et la Russie. Oubliez là, les histoires de guerre de guerre au sol. En fait, ce qui se présente devant nous est un danger de guerre nucléaire qui pourrait mettre un terme à la civilisation comme on la connaît aujourd'hui. Donc, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en Haïti, au Canada, Canada français particulièrement. Donc, on commence la présentation. Je vais évidemment parler, comme je vous disais, de la situation en Ukraine, aussi de la situation avec la Grèce, le système économique actuel dans lequel nous sommes, et terminer en fait avec un message pas simplement positif mais stratégique sur l'approche à avoir dans Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu avec le Comité pour la République du Canada. Aujourd'hui, le 5 février 2015. On va devoir parler de la situation en Ukraine et la folie qui entoure le conflit actuel impliquant, en fait, on parle d'une guerre civile en Ukraine qui est sur le point de devenir en fait une guerre de type nucléaire entre les États-Unis, d'installer des troupes dans 6 pays entourant la Russie, et donc en fait d'argumenter pour l'article 5 de la Constitution de l'OTAN qui dit que quand une nation est menacée, quand une nation membre de l'OTAN est menacée, il faut que les autres nations viennent à la défense de ce pays-là, comme si c'était en fait comme s'ils défendaient leur propre pays. Donc on va retoucher à ça. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point est, certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler, les États-Unis veulent absolument envoyer de l'aide militaire à l'Ukraine. On parle de l'ordre de plus de 3 milliards les prochaines semaines afin d'éviter un conflit nucléaire et d'éviter en fait, pas d'éviter, mais de rallier la population mondiale vers un mouvement de masse pour le développement. Donc, en fait, les premières actes, les premières annonces sur lesquelles il faut se concentrer, c'est en fait 2 annonces en provenance de l'Angleterre et des États-Unis, plus particulièrement du gouvernement américain et du magazine The Economist, un magazine évidemment qui représente les intérêts du monde de la City de Londres et de Wall Street. Donc premièrement, la première chose est l'intention faite par l'OTAN et les États-Unis